continuation d'un travail qui a été fait avec l'université tout à l'heure, dans le cadre d'une recherche menée par l'Observatoire de la formation citoyenne et le laboratoire FOIP, qui porte sur la sur une définition d'une typologie d'aspiration professionnelle écologique chez les jeunes ingénieurs. Alors, d'abord, vous donner quelques éléments de contexte généraux de cette étude, enfin du travail que je vais vous présenter, qui s'insère dans une étude plus vaste qui s'appelle l'étude RIT et qui porte sur l'insertion des ingénieurs et la transition écologique et sociale. En fait, dans le cadre de cette crise et de cette urgence écologique et sociale, des acteurs, deux écoles d'ingénieurs généralistes publics se sont interrogés vis-à-vis de la forte médiatisation des bifurcations, ou en tout cas lors des discours des remises de diplôme des élèves ingénieurs, notamment dans une de ces deux écoles. Et ces deux écoles voulaient que l'on mène une enquête pour comprendre ce phénomène et avaient cette ambition de se dire que le service public devait répondre à chacun de ses élèves et donc voulait en savoir plus. Et donc elle a interpellé l'Observatoire de formation citoyenne qui s'intéresse à la formation des ingénieurs pour mener cette enquête, qui s'est associée donc à mon collègue et moi-même pour la mener, avec une dimension de sciences participatives qui est dans l'ADN de l'Observatoire, qui fait intervenir des étudiants qui mènent aussi des entretiens. Et nous, on leur a proposé de ne pas s'arrêter là et au lieu de regarder ce qui était des ruptures qui pouvaient être qualifiées de radicales, de bifurcation, de plutôt aller regarder du côté des parcours, ce que François Julien appelle des transformations silencieuses, et de se demander comment les élèves ingénieurs aujourd'hui investissent la question de l'urgence écologique au cours de leur processus de formation et de professionnalisation. Est-ce qu'il y avait un développement d'aspiration professionnelle écologique, et si oui, comment elles se définissent, quelles en sont la teneur, et puis aussi quel est le processus de leur développement pendant la période de formation en école d'ingénieur. Du coup, il y a eu plusieurs étapes. On a publié récemment un article sur le processus de développement d'aspiration professionnelle écologique pendant cette période, avec un processus qu'on a qualifié d'éco-socialisation, dont les items sont surtout en dehors du curricula. Je n'ai pas le temps de vous détailler tout ça, mais si vous avez des questions, j'y reviendrai. Et aujourd'hui, je vous propose de voir plutôt ce qui est la teneur de ces APE perçus dans les discours d'une partie des étudiants rencontrés. Donc, du point de vue du cadre théorique, quelques éléments. Alors, rapidement, je sais que le temps est compté. La toile de fond, c'est la question ou la notion de parcours. Le corps des ingénieurs est au cœur de profondes transformations liées aux enjeux socio-écologiques. Les travaux récents d'Antoine ont pu le montrer également. De la sorte, les parcours qui y conduisent et qui se construisent au fil des formations sont affectés par ces transformations. Donc cette notion de parcours nous est apparue particulièrement investique parce qu'elle nous permet d'allier à la fois l'idée de décision subjective, de paramètres individuels, internes, et puis de limites objectives du cheminement individuel contraint par les institutions qui traversent les instances de socialisation, comme a pu le montrer Longo, notamment dans ses travaux. Il s'agit par là donc de tenir compte simultanément du caractère déterminant du social et des ressources, stratégies et aspirations des individus. Et c'est l'aspiration qui nous intéresse ici, comme un phénomène par lequel l'individu ou un groupe social est attiré vers un but et s'assigne des objectifs. Alors dans les définitions générales, elles s'articulent autour des notions de goût, de désir, de tendance à s'orienter, voire de tension vers un but. Appliqué à l'enseignement supérieur et dans la continuité des travaux de Mukievi, les aspirations professionnelles recouvrent les attentes de satisfaction au regard d'un avenir professionnel. Ces attentes sont contingentes tout à la fois de ses compétences, mais aussi des perspectives qui sont perçues au niveau professionnel. Donc en d'autres termes, si les aspirations se situent au niveau des comportements de l'individu, qu'on pourrait percevoir dans l'agir, elles sont influencées par les institutions et les organisations que traverse l'individu. Insérées dans leur culture et dans la culture et l'historicité de ces institutions. Donc chaque individu choisit ses buts et désirs en estimant leurs coûts, leurs avantages et leurs risques.
Et donc, à l'heure où la crise écologique s'invite sur les scènes académiques des grandes écoles, dans les amphis, lors des remises des diplômes, dans les cours, avec des initiatives pédagogiques, cette focale sur les aspirations nous est apparue d'intérêt pour comprendre un mouvement social en évolution. Donc, le concept d'aspiration professionnelle écologique, c'est celui que nous avons proposé et défini dans les précédents travaux comme l'intégration dans la projection de l'espace professionnel de son souhait d'agir sur un ou plusieurs aspects de la crise écologique. Le travail que je vais vous présenter ici permet d'affiner cette première définition. Alors, elle prend tout particulièrement sens, cette notion d'aspiration professionnelle écologique, quand on étudie le cas particulier des ingénieurs, parce qu'on sait que l'histoire des écoles d'ingénieurs, par les travaux qui ont été menés par Vérin, par d'autres, marque une sorte d'homogénéisation, de moule scolaire avec un certain nombre de dimensions autour de la carrière, le maintien d'une préparation intense et sélective, le désintérêt affiché des enjeux politiques ou la politisation, certains l'ont évoqué, qui sont des grandes tendances historiques. Pour autant, on voit bien que l'émergence de ces discours, de ces discours militants, de ces bifurcations et de ces cours font qu'il y a des évolutions et sûrement des nuances à apporter. Donc la réalité des parcours des élèves ingénieurs, de surcroît à l'heure de l'émergence écologique, parce qu'il y avait déjà des transformations de parcours autrefois, mais dans ce contexte-là, paraît intéressante à aller étudier du point de vue de ces aspirations professionnelles, ou du moins de leur développement au cours de la formation. Alors, deux mots sur la méthodologie. On s'est arrêté sur l'idée de définir dans ce travail, qui est donc une seconde étape, sur la définition d'idéotypes, qui sont à la fois des définitions qui permettent d'individualiser des aspects, mais aussi de voir les relations qui permettent de généraliser des grandes tendances. Bien évidemment, je vais vous présenter 3 idéotypes pour aussi concevoir qu'il y a plein d'autres individualités, mais ceux qu'on a rencontrés peuvent aller dans ces grandes tendances. Il sera temps, dans une 3e étape de l'étude, d'aller sur l'analyse fine des discours pour voir les monographies et dans cette approche foncièrement qualitative de montrer les spécificités des individus et de leur parcours. Donc 20 entretiens analysés par un de communauté nautique, verticale et horizontale, avec une diversité de répondants. Alors j'en viens aux résultats. Nous avons, pour définir ces idéotypes, tout d'abord défini, ou en tout cas pu caractériser au travers des discours, 3 dimensions qui ont été retenues autour de la projection de leur parcours professionnel. Donc je vais vous présenter ces dimensions et puis ensuite comment ça a permis de définir ces idéotypes. Donc la première dimension, lors des entretiens, les élèves ingénieurs, pardon, je ne vous ai pas dit, il y a des élèves ingénieurs et des ingénieurs diplômés à moins de 5 ans. Donc, ont évoqué l'univers social dans lequel ils se trouvent ou se trouveront durant leur carrière. Dans ces mises en mots, une première dimension identifiable est la manière dont ils se représentent la situation écologique et sociale. Certains parlent avant tout d'enjeux énergétiques ou environnementaux, on en a parlé dans le panel 2. D'autres d'enjeux socio-écologiques, par exemple en politisant les enjeux environnementaux ou en liant les enjeux écologiques et les inégalités de genre ou de richesse. D'autres produisent plutôt des discours sur différentes façons de concevoir une société idéale via la réduction massive de notre production énergétique, le développement durable, la décroissance, voire la nécessité de changer le système. Donc cette première dimension, c'est toutes les différentes formes de représentation de la situation socio-écologique chez les jeunes que nous avons rencontrés. La deuxième dimension porte sur la place du progrès technique dans l'agir face à la situation socio-écologique. Et donc certains déclarent que l'innovation technique permettra de résoudre les enjeux auxquels nous sommes confrontés, que c'est la seule solution possible pour certains, ça fait écho à certaines choses qu'on a entendues ce matin. D'autres estiment que les solutions techniques doivent être pensées en lien avec les conditions sociales et politiques. Et pour d'autres encore, les enjeux techniques sont dévalorisés devant les enjeux sociaux, voire sont jugés comme préjudiciables pour la société et doivent être limités.
Donc ce critère, il permet aussi de voir comment l'individu qu'on a rencontré, les individus, se sentent plus ou moins distanciés avec le métier de l'ingénieur, le groupe socio-professionnel des ingénieurs, puisque historiquement rapproché à ces questions techniques, pouvant être passeurs de sciences et développeurs d'invention et d'innovation. Donc les élèves parlent parfois d'high-tech, parfois d'éco-conception, de low-tech, ou rejettent la pratique de l'ingénierie en fonction d'un auto-positionnement. Et puis la troisième dimension, ce sont les effets sur l'espace professionnel envisagé. Je vais vous montrer les trois idéotypes et on voit comment, en fonction de la volonté, enfin de leur perception des deux premières dimensions, ils vont vouloir travailler dans différentes formes d'organisation professionnelle. Ces trois dimensions, elles nous ont permis, avant même de travailler et de caractériser des idéotypes, de revenir sur notre définition pour la préciser, en montrant que ces APE, donc les aspirations professionnelles écologiques, seraient l'intégration dans la projection de l'espace professionnel, donc la dimension 1, de son souhait d'agir en faveur de transformations socio-écologiques particulières, puisqu'ils n'en ont pas tous la même vision, via des moyens spécifiques, puisqu'ils n'ont pas tous les mêmes solutions à adopter. Donc j'en arrive à ces trois idéotypes. Donc ces trois dimensions repérées dans les discours des personnes, croisées, ont permis de définir ces idéotypes. Il est à noter quand même que sur les 20 élèves qu'on a rencontrés, 5 n'ont pas exprimé d'aspiration professionnelle écologique. Alors l'aspiration environnementale, c'est un idéotype structuré avant tout autour des enjeux énergétiques. Elles et ils ont le souhait d'agir au sein des entreprises privées, soit pour les faire évoluer, notamment les grandes entreprises. Donc nous, on en a rencontré qui nous disaient « Ah ben, je vais aller, mais ils sont encore en formation dans les grandes entreprises parce qu'on va les transformer », soit pour participer à leur activité, vue comme écologique, fabrication d'éoliennes, tri de déchets et le nucléaire. Donc l'innovation technique est vue comme centrale pour assurer la transition écologique. Le choix professionnel varie entre des représentations que ces élèves ont des valeurs portées par les entreprises. Certains souhaitent donc rejoindre les entreprises engagées en faveur de cette transition, tandis que d'autres préfèrent au contraire rejoindre les grandes entreprises, jugées polluantes mais qui pensent faire évoluer. Par exemple, on a Oriane, qui est élève en dernière année, donc d'un cycle d'ingénieur sur 3 ans pour les deux écoles, qui souhaite travailler uniquement dans des entreprises dont les discours produits sont en accord avec ses propres représentations. Elle nous dit, les entreprises qui ne respectent pas mes principes, je ne vais pas aller travailler dedans, même si je sais qu'il y a un bon salaire, qu'il y a un bon CE, des bonnes conditions, j'aurai trop de scrupules à y travailler. Je préfère travailler dans une entreprise qui respecte mes principes. L'ingénieur dans cette idéotype est perçu comme important, voire primordial pour cette transition au sein des entreprises. Il occupe le rôle d'optimiser des procédés existants ou de concevoir de nouvelles solutions techniques, donc il est à l'image de l'ingénieur inventeur du 19e siècle, tel qu'on peut le lire dans les travaux de Friso. L'organisation actuelle de la société est vue comme immuable, et ils nous disent, c'est des verbatim, qu'on aura toujours besoin d'électricité, on va toujours continuer à faire des baguettes. Ce sont donc avant tout les modalités qui sont perçues comme différentes. Le travail de l'ingénieur ne serait alors plus d'optimiser et d'innover pour une rentabilité économique, mais d'assurer la transition énergétique de notre société. Pour la deuxième aspiration socio-écologique, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est des gens qui vont relier les enjeux énergétiques, techniques et écologiques à des dimensions sociales, éthiques et politiques. Donc, les solutions à apporter sont vues comme au croisement de ces éléments et ils revendiquent un questionnement constant sur les effets techniques sur les systèmes sociaux et écologiques dans lesquels elles sont déployées. Donc, au niveau des trajectoires d'insertion souhaitées, on retrouve des jeunes qui veulent s'insérer plus tôt ou qui sont insérés en tant que jeunes diplômés dans des startups, des PME, des coopératives ou des associations, ainsi que des administrations publiques qui sont prioritairement ciblées. Une partie s'oriente vers la low-tech ou la recherche de nouveaux matériaux ou procédés plus sobres. Le rapport à l'innovation technique est plus distant. Elles ont un usage critique en considérant également que d'autres critères politiques et éthiques doivent être pris en compte dans des solutions à apporter. Par exemple, on a Ludovic qui, après un doctorat dans son école d'ingénieur, a un rapport distancé à l'innovation technique et
va nous dire comment il est très critique vis-à-vis des cours qu'il a reçus à l'école, et que déjà à l'école, ces cours très technosolutionnistes, ce sont ces mots, ne répondent pas du tout à son besoin. Pour autant, dans cette catégorie, et pour lui, malgré cette distance critique, c'est toujours bien au groupe des ingénieurs qu'il s'identifie, et c'est au sein de ce groupe qu'il souhaite agir face à l'urgence écologique. Il dit, moi, je suis ingénieur, je suis docteur ingénieur, donc je m'inscris là-dedans. Le dernier idéal type, c'est l'aspiration de rupture. Dans cet idéal type, la situation écologique et sociale actuelle nécessite un changement de système dans la dimension 1. Que ce soit en référence à la société ou au mode de production capitaliste. Les enjeux techniques s'effacent devant les enjeux socio-politiques. Le travail d'ingénieur peut être perçu comme préjudiciable pour la société. Ce serait intéressant d'aller voir si on pouvait les interroger sur ce que proposez-vous ce matin éventuellement. Au moins dans ces pratiques dominantes, ils veulent le remettre en question. C'est par exemple le cas de Thomas, tout juste diplômé de son école, qui reprend aujourd'hui des études en épistémologie et en histoire des sciences et techniques. Bien sûr, les prénoms sont anonymes. Je suis rentrée en école d'ingé avec déjà cette idée que les ingénieurs, ce sont les gens qui vont dans les entreprises et qui font des trucs pas toujours très cool dans les entreprises. Ils aspirent donc à s'éloigner du groupe socio-professionnel des ingénieurs et peuvent chercher à se réorienter. Et voilà, et puis donc ils nous disent qu'il y a des fossés qui ont commencé à se passer, qui ne se voient plus dans ces fonctions. J'en arrive à la discussion conclusive avec des éléments généraux. D'abord, ce travail nous renseigne sur la teneur des différents types d'aspiration professionnelle écologique. C'était un premier pas par certains élèves ingénieurs. Nos résultats confirment la nécessité d'une appréhension du développement des APE chez les élèves ingénieurs de manière complexe, en interaction avec les différentes formes de socialisation, et c'est là qu'on a envie d'aller plus loin sur la socialisation primaire, la socialisation de genre, le processus d'éco-socialisation que nous avons défini pour les écoles d'ingénieurs, et les effets d'école. Donc c'est bien dans cette interaction que naissent ou s'éteignent les développements d'aspiration professionnelle, parfois écologiques. Ces idéotypes, ils viennent aussi compléter les travaux sur la reconversion professionnelle en axant les propos sur les représentations de la situation socio-écologique et leurs effets. Il y a des travaux comme ceux de Negroni, de Nave qui ont amené des critères pour parler de reconversion et notamment un critère temporel pour éviter qu'on parle uniquement de gens qui seraient dans des parcours chaotiques et qui n'auraient pas encore trouvé leur voie. Alors nous, on est plutôt à s'inscrire dans les travaux comme ceux de Depré et Epiphane qui ont pu montrer que même des bifurcations rapides, ou en tout cas des transformations rapides, pouvaient s'étaler et s'établir sur le temps long. Et ce travail nous montre que dès l'école d'ingénieurs, certains sont déjà dans une aspiration à transformer leur parcours quasi immédiate, sans exercice d'un métier. Enfin, ces aspirations ne sont pas figées dans le temps ou innées pour les individus. Je le disais, plusieurs processus de développement de ces aspirations sont en cours. Ce parcours, il est ponctué de différentes épreuves, de différents moments du parcours qui inspirent ou qui atténuent. Et là, avec une équipe qui est fondée en sociologie et en sciences de l'éducation, comme mes collègues et moi, on interpelle les écoles dans nos précédents travaux et aussi dans cela sur le développement des imaginaires individuels et collectifs et la responsabilité des établissements scolaires à soutenir, accompagner ces développements. Et on a des exemples de travaux comme ceux de Valentin Etier ou de Morin qui nous guident sur un certain nombre de pistes sur d'autres formes de pédagogie sur ces questions. J'en finis par dire que ça ouvre une dernière voie, et Nathan en voudrait si je ne le disais pas, que ça ouvre aussi la voie à la question des aspirations empêchées, c'est-à-dire des aspirations exprimées un temps et puis pendant